maintenant au bassin aquitain. Ça va être un très bon objet parce que c'est l'occasion pour vous de transposer ce que vous connaissez déjà à partir du bassin parisien, mais aussi à partir du bassin mollassique suisse. Donc essayez de me devancer parce qu'a priori vous avez tous les outils pour comprendre par vous-même. Pour comprendre ce qu'est le bassin aquitain, il vous faut deux outils. Donc bien sûr toujours la carte de France au millionième à aller rechercher sur Infoterre. Et puis l'encart que vous n'avez pas sur Infoterre mais qui est présent ici. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour le regarder ou vous pouvez aller chercher chacun de ces deux documents sur le Drive. Et à partir de ces documents, je vous demande d'interpréter ce qu'est réellement le bassin aquitain. Mettez la vidéo en pause et prenez le temps de réfléchir. Alors à partir de l'encart, on va toujours chercher les mêmes informations, donc toujours en marron les chiffres ici qui sont les chiffres de profondeur du mot, donc on retrouve ici 35 km de croûte, vu le sens comme sont écrits les chiffres, on sait que tout ça fait 35 km d'épaisseur. Là on va jusqu'à 32, mais comme on l'a dit, entre 30 et 35 km d'épaisseur, on est donc sur une croûte d'épaisseur normale. Et donc, dans toute cette zone, a priori, on est exactement comme dans le bassin parisien, qui présente les mêmes caractéristiques ici. On est dans un bassin intracratonique. Alors, ce qui pose problème, c'est qu'il y a quand même cette zone ici de lithosphère amincie. Donc là, on est encore à 30, ça va, mais on arrive jusqu'à 20 km d'épaisseur. Donc on est sur une zone ici de croûte déchirée, amincie, et ce n'est pas sans lien avec l'histoire des Pyrénées que nous évoquerons dans le cours. Mais ça ne s'arrête pas là, ce n'est pas juste un bassin intracratonique dont une petite portion est amincie. N'oublions pas que nous avons ici les Pyrénées. Et les Pyrénées, comme toute chaîne de montagnes normalement constituée, qui n'est pas déformée par une grande faille décrochante comme les Alpes, présente deux bassins sédimentaires sur chacune de ses faces. Donc avant-pays, arrière-pays, chacun les appelle comme il veut, mais en tout cas par rapport à l'axe central d'une chaîne de montagne, on s'attend à avoir deux bassins qui sont en fait des bassins flexuraux, et il y en a un aussi bien à l'avant du côté de la plaque plongeante, comme nous l'avons vu pour le bassin mollassique suisse, mais il en existe un aussi à l'arrière. Et c'est le cas ici. Nous, en fait, nous avons du côté français un bassin qui est le bassin de la plaque chevauchante et non de la plaque chevauchée. En ce sens, le bassin mollassique suisse et le bassin sous-pyrénéen sont différents. Ce qui fait qu'on peut couper en deux ce bassin aquitain, une grande zone qui est un bassin intracratonique et une zone qui est en fait un bassin flexural. Petite parenthèse pour ceux qui passent G2E. On a dans le site qui est ici, donc en fait dans le bassin flexural, on a un grand gisement de gaz et vous avez ici la localisation. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que on a vraiment le gisement caractéristique, le gisement tout à fait typique, où on retrouve une structure imperméable anticlinale qui a empêché les gouttes de pétrole et les petites gouttelettes de gaz de s'échapper, et elles sont venues se coincer, se piéger dans l'anticlinal. Alors ce n'est pas cette roche qui est la roche-mère, hein, puisqu'on voit que ce sont des évaporites. Les roches-mères sont probablement plus anciennes ou situées à un autre endroit, peut-être que ce sont des terrains du lias, mais ensuite par migration, puisque le gaz et les gouttes de pétrole sont moins denses que les roches environnantes, elles ont tendance à remonter, y compris à remonter le long de la faille, mais ici elles vont rester piégées. Donc vous avez là vraiment quelque chose de tout à fait typique en termes d'aspect du gisement. Donc là, on a des évaporites qui ont permis de conduire le matériau, mais qui au-dessus rencontrent
une couche qui l'empêche de poursuivre son chemin jusqu'à la surface, qui le piège, et donc après on n'a plus qu'à prélever dans un gisement concentré. Alors toujours pour G2E, hein, les agros, vous pouvez sauter, une méthode de géologie qu'on appelle une diagraphie. Une diagraphie, ça veut dire qu'on fait un tout petit forage, hein, on n'est pas là sur un gros forage pour prélever des roches, on fait juste un tout petit trou et on va essayer d'utiliser des méthodes géophysiques pour essayer de caractériser les roches parce que justement, on ne veut pas investir dans ces gros forages qui servent à récupérer les roches et qui sont beaucoup plus chers. On veut juste faire un petit trou de façon à pouvoir y glisser les outils de géophysique et rien de plus. Donc on va travailler sur des ondes acoustiques, ce qui va nous permettre d'avoir des indices notamment de porosité du matériau, voire des indices de résistivité électrique, ça fonctionne aussi. Et puis on va travailler sur la radioactivité parce que ça permet de différencier certaines roches. En particulier, ça permet de différencier les argiles qui souvent sont imprégnées d'atomes radioactifs des autres roches sédimentaires, et puis ça permet de distinguer les roches granitiques qui sont assez riches en métaux radioactifs des roches sédimentaires. Et en fait, on a besoin d'une combinaison de différentes méthodes géophysiques pour arriver à caractériser des roches, sachant que parfois il reste une ambiguïté et on ne peut pas trancher entre certaines roches. Donc c'est ce qu'on voit ici. On a toute une série de roches caractérisées par leur porosité et leur résistivité. Tant qu'aucun de ces deux paramètres change, on n'a pas de raison de suspecter qu'on change de type de roche. Par contre, quand il y a soudain un changement, donc ici par exemple on a beaucoup moins de porosité, c'est probablement un niveau qui est plus argileux. Là c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la radioactivité pour savoir si mon hypothèse était correcte ou pas. Ici, au contraire, on voit un grand changement de résistivité. Et là, on voit un changement des deux paramètres simultanés. Donc, ça va nous permettre de faire des hypothèses. Bien sûr, dans un sujet G2E, vous aurez soit les capacités de conductivité électrique ou de porosité des différentes roches, soit vous aurez, comme ici, un forage, parce que parfois, comme la diagraphie était prometteuse, on s'est donné la peine de faire un vrai forage, ce qui coûte beaucoup plus cher, de remonter les roches, et du coup, on peut comparer les caractéristiques géophysiques avec les roches. Alors vous me direz, à quoi bon puisqu'on a les roches? C'est parce que on va faire le forage qui permet de remonter les roches à un seul endroit. Et les diagraphies, on va en faire partout dans la région. Et on va caler toutes les diagraphies sur ce forage. Et ça nous permettra de dire quelles sont, avec une plus ou moins forte probabilité, les roches dans les autres sites où on a fait des diagraphies. Et c'est peut-être pas du tout la zone où on a fait le forage qui sera riche en ressources, c'est peut-être une zone où on n'a fait qu'une diagraphie, et comme en calant ça avec ce forage-là, ça a l'air d'être intéressant, parce que par exemple on a une couche qui empêche les hydrocarbures de remonter, et qu'on a une couche en dessous qu'on a des raisons de suspecter d'être une roche-mère, eh bien on va du coup se donner la peine de faire un nouveau forage près de la diagraphie qui a l'air prometteuse. Sur la carte, donc on avait déjà repéré des bassins intracratoniques sous forme du bassin parisien, donc avec une subsidence thermique lente pendant tout le secondaire et pendant tout le tertiaire. Et le nord du bassin aquitain, c'est exactement la même chose, intracratonique, subsidence thermique lente pendant tout le secondaire et le tertiaire. Donc là, c'est tout à fait similaire. Dans les choses que nous connaissons déjà, il y a les bassins d'avant-pays d'une chaîne de montagnes récente, donc le bassin molassique suisse que nous avons vu lors du TP Alpes, et puis ce que vous venez de découvrir, le bassin aquitain, qui est un bassin d'avant-pays, même si le côté de la chaîne chevauchante, ça s'appelle quand même un bassin d'avant-pays. Et là, on est sur la subsidence flexurale, donc par déformation, c'est entièrement tectonique. Et c'est quelque chose de très rapide et de très transitoire puisqu'on n'a que des dépôts oligocènes et un tout petit peu de miocène.
De façon relativement similaire, donc il faudrait une teinte de marron, mais moi je ne l'ai pas. Nous avons un autre bassin flexural, mais cette fois-ci de la chaîne hercynienne primaire. Et en fait, ce sont le massif des Ardennes, ce qui fait la frontière naturelle avec la Belgique. Donc c'est aussi un bassin d'avant-pays, mais de l'avant-pays de la chaîne hercynienne, et donc ça sédimente exactement comme tous les autres. Un autre type de bassin sédimentaire qui est souvent occulté, ce sont les marches passives, alors que ce sont des très très beaux bassins sédimentaires en termes de quantité d'épaisseur de sédiments. Et puis en plus, ce sont des sites de ressources, en particulier des sites de piégeage d'hydrocarbures. Alors on pourrait dire, le problème c'est que sur la carte de France on ne le voit pas, mais si, en cherchant bien, nous avons des marches passives. Donc nous n'avons pas de courbe d'altitude sur les parties émergées, mais nous avons des isobates. Tout ce qui est en bleu, ce sont des isobates. Donc, quand on est sous l'eau, là, nous avons des courbes de niveau. Et donc, on en repère une ici, une là. Elles sont très espacées. Donc là, on a quelque chose de quasiment plat. Donc, tout ceci, c'est le plateau continental, puisque c'est une zone à peu près plate. Donc sur ce plateau continental, on a essentiellement de la sédimentation carbonatée. Parce qu'on a des ions HCO3- qui proviennent des rivières. Je vous rappelle, à cause de l'altération des roches, on a des ions HCO3- dans les rivières. On a du calcium présent dans l'eau de mer, et donc tout ça précipite et fait qu'on a tout ici une plateforme carbonatée. Et puis repérer ce qui se passe ici, on a beaucoup d'isobates extrêmement rapprochés. Donc là, ça veut dire qu'on a brusquement une pente, c'est-à-dire que l'on a un talus. Et le talus, je veux vous entendre vous écrier, ce sont les blocs basculés, évidemment. Donc on les retrouve ici aussi. Ce changement de pente qui correspond exactement au bloc basculé recouvert des sédiments post-rift. C'est pour ça que vous ne verrez pas une structure en escalier, tout ça est recouvert de sédiments post-rift. Et c'est dans toute cette zone de pente assez importante que l'on a les blocs basculés. Et donc les sédiments qui sont ici, au sommet de la pente, sont instables, et quand ils vont tomber, ils vont faire les turbidites qui, une fois qu'elles auront subi la diagenèse, vont devenir des flyschs. Enfin, il faut qu'il y ait beaucoup de turbidites qui s'empilent pour arriver à faire un flysch. Et puis, ma flèche est allée un petit peu trop loin, parce que vous voyez qu'à partir d'ici, les isobates se réespacent, et donc là, ça veut dire qu'on est sur le glacis, on est au pied de la pente, là où justement on va retrouver toutes les turbidites. Et puis si on avait continué, eh bien on serait allé progressivement vers la plaine abyssale. Alors on retrouve à peu près la même structure côté Méditerranée, mais c'est un petit peu moins franc pour ce qui est des variations d'altitude. Par contre, je trouve que sur cette image, on voit mieux des chiffres en marron. Donc je vous rappelle que ça, ce sont des épaisseurs de sédiments. Ce ne sont pas les courbes de niveau. Nous cherchons les isobates en bleu. Si ce n'est que quand même, ça vous prouve que ce sont de très beaux bassins sédimentaires, vu l'épaisseur de sédiments qui se comptent en milliers de mètres. Donc de la même manière, tant que les courbes d'égale profondeur, les isobates sont espacés, c'est qu'on a affaire à du plateau continental. Ensuite, on a un changement de pente, donc c'est le talus avec les blocs basculés. Et puis ensuite, un changement de pente plus doux, c'est le glacis. Et on arrive, alors je vais pas vous dire où, parce que je peux pas vous dire plaine abyssale. À partir du moment où on est en bas ici, on est dans la Méditerranée, et la Méditerranée c'est très compliqué. C'est un patchwork de zones qui possèdent de la croûte océanique et de zones qui sont juste des croûtes continentales amincies, parce que l'histoire de la Méditerranée est extrêmement compliquée. Donc là, il faudrait aller regarder en détail la légende, notamment dans les encars. Bon,
l'encart alpin. Tout ça est très bien détaillé pour savoir si on a affaire à de la croûte océanique ou de la croûte continentale. Avec ces informations, vous pouvez donc continuer. Donc nous pouvons rajouter les marches passives qui sont formées au Jurassique. Donc même si la légende de la carte au millionième l'entaille un peu, vous allez quand même pouvoir tracer la limite de cette marche passive qui est donc le talus et qu'on retrouve aussi ici. Donc sur les marches passives, nous verrons ça en cours, on a de la subsidence tectonique, la formation des blocs basculés, mais ensuite on a surtout de la subsidence thermique, et ce qui fait qu'il va y avoir des milliers de mètres qui vont se déposer sur cette marche passive, c'est surtout la subsidence thermique. Et donc c'est parce qu'il y a pas seulement les blocs basculés qui fonctionnent pendant un temps très bref, comme on l'a vu dans les Alpes, c'est parce qu'il y a aussi la subsidence thermique qu'il pourra y avoir une subsidence longue, donc une sédimentation longue, comme ici pendant tout le secondaire.